Dans quelques jours, je pars pour la Corse, et tu te demandes peut-être pourquoi. Eh bien, je vais participer à une mission de conservation pour les diables de mer de Méditerranée française. Mais avant le jour du grand départ, évidemment, c'est l'heure de préparer tout le matériel, tout ce qui est nécessaire pour que mon expédition se passe au mieux. Donc, je me remets au travail et on se retrouve plus tard. Ça y est, c'est le jour J. Aujourd'hui, grand départ pour la Corse et la mission Diable des Mers. Mais première étape, c'est le train jusqu'à Marseille et ensuite le ferry jusqu'à Ajaccio. Avant de prendre le large, le capitaine nous a rappelé les règles essentielles à bord. Un des plus grands dangers en mer, c'est le feu. Pour éviter le mal de mer et profiter pleinement de la vie à bord, il y a une règle simple à retenir. La règle des 5 F. Ne pas avoir faim, ne pas avoir froid, ne pas être fatigué, ne pas avoir la frousse et ne pas avoir soif. Enfin, toujours garder une main pour le bateau et l'autre pour soi. Dès nos premières sorties en snorkeling, nous avons eu la chance d'observer 2 raies aigles-vachettes. C'était l'Asmobranche, discret et élégant, qui est aujourd'hui classé en danger critique d'extinction sur la liste rouge de l'IUCN. À chaque immersion, appareil photo en main, nous partions explorer ces fonds marins avec le même émerveillement. La mer s'est montrée généreuse, nous offrant des rencontres rares, des instants précieux qui donnent tout leur sens à ce travail d'observation. En surface, stable. Voilà, ça bouge pas, ça ne semble pas organique parce que justement c'est pas quelque chose qui va, qui vient, qui évolue en surface. Un cormoran huppé, quand on parlait tout à l'heure des oiseaux qu'on peut voir en Méditerranée. Des tout petits remous, comme on disait, dans l'homogénéité, on va chercher un petit peu ce qui capte l'œil, ce qui traduit la présence de quelque chose juste en dessous, ce qui peut être assez varié. À partir du moment où on voit ça, on se dit là, il y a 2 suspects, les 3 suivant un peu la position, dauphin, diable de mer et poisson-lune, globalement. Après, il y aura peut-être d'autres choses en fonction, il y aura peut-être aussi un requin, mais après, avec, comme on disait, le comportement, l'attitude, globalement, voilà, on sait faire la différence. Diable de mer, dauphin ou requin. Après, une fois qu'on a la morphologie, après, d'ailleurs, c'est ajouter un peu des éléments de comparaison, des éléments d'information. On croise le mouvement général. Donc globalement, si ça fait ça, dauphin. Si ça fait gauche-droite, et surtout qu'il n'y en a qu'un seul, mola, poisson-lune. Si par contre, vous commencez à en voir un qui fait ça, l'autre qui fait ça juste à côté et assez proche, là ça devient déjà beaucoup plus intéressant. L'ouest de la Corse, et là c'est à peine exagéré les pentes. On est vraiment sur des reliefs sous-marins, des montagnes sous-marines. Et nous en fait on va se balader sur différentes pentes pour aller vers l'habitat des diables de mer, qui est globalement au-dessus de 1000 mètres. Donc plutôt vers 1004, 2005, 2008. Donc, ce qu'on appelle la plaine abyssale. Donc on va être sur ce qu'on appelle la pente abyssale. Là on est sur le plateau continental, et la Corse est très escarpée.
Et tous ces canyons, ces vallées vont amener à des remontées de courant, d'eau froide, en fonction des vents, en fonction des courants, en fonction des lunes. Bon voilà, 6h du matin, départ des quarts d'observation. Donc on est organisé en quart toute la journée et on tourne tout autour du bateau de 6h le matin jusqu'à 20h. C'est quelque chose qui est très important, comme ça on a toujours au moins 4 paires de yeux qui sont en train de regarder tout autour du bateau. Donc on fera un petit tour après. On cherche les mobulas et on cherche toute forme de vie. Donc tout signe qui serait à la surface qui pourrait nous faire penser qu'il y a une forme de vie en dessous, un splash, un souffle, un éclat, du mouvement, une aile qui dépasse. Donc voilà un petit peu ce qu'on cherche durant toute la journée. Le diable de mer, c'est la plus grande raie de Méditerranée. Elle peut atteindre 3,5 mètres d'envergure. C'est une espèce qui est pélagique, qui vit très loin au large sur les côtes. C'est pour ça qu'on est sur ces bateaux et qu'on travaille sur ces têtes de canyon, sur 1000 mètres, 2000 mètres de profondeur même. C'est une espèce qui se nourrit de plancton, qui va filtrer l'eau, comme une baleine, comme un requin-baleine, pour manger des tout petits animaux, des petites crevettes, du zooplancton, et qui a choisi de se reproduire finalement au large de nos côtes françaises l'été, à partir de fin mai, début juin, et jusqu'à généralement mi-août. Des fois, ça peut traîner un peu. C'est une espèce que nous, on étudie depuis 7 ans. Là, en ce moment, en tout cas, c'est la 7e expédition au large de ce type-là où on se rend, l'association Aileron, sur le terrain pour les étudier. On travaille aussi, on a des données depuis à peu près une centaine d'années plus opportunistes au travers des publications scientifiques, des données de sciences participatives, et notamment de notre programme Elasmed. Et ça nous a permis de mieux connaître et d'identifier différentes zones d'intérêt, et notamment les zones des canyons de l'ouest de la Corse. Donc le diable de mer, il va se reproduire au large. On va avoir des agrégations qui sont notamment drivées par la présence de zooplancton. Et les animaux étant de plus en plus nombreux à un certain endroit, ils vont entamer des parades nuptiales. Et c'est ça aussi qu'on étudie. On a des femelles qui vont lider ce qu'on appelle des trains de reproduction, et qui vont comme ça pendant plusieurs heures, plusieurs jours. Il y a même des publis sur les mantas tropicales qui parlent de plusieurs semaines se faire suivre par des mâles qui sont les plus entreprenants, les plus endurants pour aller jusqu'à la reproduction. Et en fait, on s'est rendu compte, surtout aujourd'hui chez les mantas tropicales, qu'il y avait des codes très précis sur ces paranuptiales, et c'est aussi l'un des objectifs des missions Diable de mer que de décrypter tous ces codes, les différentes phases pour le mobula mobular, comment ça se passe, comment les mâles ils approchent, combien ils sont, quelle est la taille maximale des trains, est-ce qu'ils approchent plutôt sur l'aile gauche, l'aile droite, par en haut, par en dessous, pour aller jusqu'à la reproduction et l'accouplement finalement. Est-ce que l'accouplement se fait en surface comme on l'imagine? Ça n'a jamais été filmé et c'est des choses qu'on souhaite documenter. Et surtout qu'on cherche à comprendre. On voit aussi que ces paranuptiales, on dit souvent que c'est la femelle qui va choisir le mâle le plus endurant, mais c'est aussi un harcèlement clairement des mâles qui vont pendant des heures, des semaines tenter de se reproduire, même avec des femelles enceintes, même avec des immatures. Et donc ça peut clairement épuiser les animaux, et c'est pour ça aussi qu'on les retrouve dans les zones où il y a de la nourriture, parce que sûrement pour recharger les batteries de temps en temps, quoi. On a un autre objectif dans le cadre des missions Diable de mer, c'est de poser des balises satellites. Il faut savoir que le Diable de mer sont des grandes migratrices, donc elles ne sont pas du tout cantonnées aux eaux françaises. Elles se déplacent et elles vont suivre en fait les masses d'eau chaude entre 22 et 24 degrés, un espèce d'optimum qu'on observe sur les balises satellites qu'on pose. Et donc elles vont passer l'hiver plutôt à l'est de la Méditerranée. On sait que les mâles vont migrer par exemple du côté de la bande de Gaza. Ensuite, on a une migration progressive vers février-mars pour un retour vers l'ouest en passant par les côtes tunisiennes, puis les Baléares, puis le golfe du Lion et normalement la Corse, l'Italie, etc. Avec parfois des années particulières. Cette année, on a énormément de diables de mer qui sont restés dans le golfe du Lion. Et donc ça, c'est un nouveau phénomène. qu'on découvre aujourd'hui pendant la 7e expédition et qu'on étudie en parallèle. Et
On étudie également des phénomènes nouveaux d'échouage, c'est assez inquiétant. Le diable de mer, c'est une espèce qui est en danger d'extinction, qui a été pendant longtemps pêchée en Méditerranée, pour arriver à quasiment la voir disparaître de certaines zones. Et c'est une espèce qui se reproduit très peu, très tardivement. Il faut attendre une dizaine d'années avant que les femelles soient capables de faire un juvénile, et un juvénile, voire deux si c'est des jumeaux, mais globalement c'est très faible. Et surtout, la gestation, elle dure 12 mois. Il y a même en aquarium des gestations qui ont duré 18 mois. Donc c'est supérieur à l'être humain. Il faut imaginer la stratégie de reproduction de cette espèce, du coup, qui est basée juste sur quelques individus, de temps en temps, et un succès maximal de reproduction. Voilà, et malheureusement, si aujourd'hui les prédateurs, les quelques prédateurs des mobulas naturels ont disparu, notamment les grands requins blancs ou le requin mako, qui sont des espèces en danger critique, donc encore plus menacées que les mobulas, et l'être humain est passé par là et aujourd'hui impacte directement cette espèce en Méditerranée et même dans le monde. Ok. Du coup, là, aujourd'hui, on décolle de Scandola et l'objectif, c'est vraiment là de remonter vers le nord, vers Calvi, potentiellement l'île Rousse si la météo nous le permet, météo par le vent, j'entends. Et là, après, classiquement, c'est prospecter les différentes lignes bathymétriques en transect et élonger en gros du 1500 mètres jusqu'à 2005-2006. A priori, là, la météo est un petit peu capricieuse ce matin avec pas mal de vent. Mais bon, ça devrait se calmer a priori dans l'après-midi. Nous offrir des conditions d'observation bien meilleures et à peu près celles qu'on avait jusqu'à présent le matin, c'est-à-dire quasiment une mer d'huile, ce qui nous permettrait de mieux détecter les diables de mer jusqu'à quasiment aller au maximum 2 km en disons ligne d'horizon. Nos journées suivaient un rythme bien précis. Les quarts d'observation commençaient à 6 h du matin et se poursuivaient presque sans interruption jusqu'à 20 h. On alternait, 4 heures sur le pont, jumelles en main, puis 3 heures de repos. Ces pauses étaient aussi l'occasion de trier nos photos, de discuter, de préparer les repas pour l'équipage, et quand on le pouvait, de récupérer un peu d'énergie avec une sieste bien méritée. Les journées étaient longues et intenses, mais quand elles touchaient à leur fin, on retrouvait toujours ce plaisir simple de partager un repas, d'échanger, de mieux se connaître et de tisser des liens autour de cette expérience unique en mer. Parmi tous ces instants passés en mer, il y a des rencontres que l'on n'oublie pas. Ce jour-là, c'est un jeune cachalot qui est venu à notre rencontre. Il nous a offert un magnifique bridge, ce moment suspendu où l'on peut vraiment l'observer, le photographier, prendre le temps de s'émerveiller pendant quelques secondes. Il restait en surface pendant quelques minutes, puis sondait pour de longues apnées, 24 minutes à chaque fois, avant de revenir respirer tout près de nous. 3 fois il est revenu, comme un rituel. 3 fois nous avons pu le voir, le suivre du regard, dans cet échange presque silencieux. Un souvenir rare, précieux, gravé pour toujours dans nos mémoires et nos cœurs. Aujourd'hui, on a des nouveaux trafics sur les branchies notamment, des mobulas, des mantas, qui vont alimenter le marché asiatique, toujours pour les mêmes raisons un peu obscures de médecine pseudo-culturelle, parce que c'est finalement, quand on étudie vraiment les médecines asiatiques, c'est des choses assez nouvelles. Et voilà, en ce qui concerne les branchies, c'est censé améliorer en fait les
la respiration, quand on a des problèmes au niveau des poumons, des choses comme ça. Et donc maintenant, il y a un marché ciblé des mobulas. Et on sait qu'il y a certains pays en Méditerranée qui ne respectent pas les conventions internationales et qui vont pêcher les mobulas, que ce soit pour les manger, parce que c'est des animaux très gros, qui peuvent atteindre 300, 400 kilos. Donc il peut y avoir de la viande sur les plus gros individus avec la viande rouge, quoi, des steaks et potentiellement de la consommation directe. Et aussi ce marché transverse maintenant des branchies qui nous inquiète de plus en plus. Alors ça, plus les échouages, forcément, on est sur une espèce qui déjà se porte pas au mieux et qui s'adapte constamment aux changements de courant, à des canicules marines de plus en plus précoces, à des blooms planctoniques qui sont pas au même mois, qui vont varier un peu plus tôt dans l'année, un peu plus intenses ou un peu moins nombreux selon les zones. Et voilà, une espèce qui bouge, une grande migratrice. Et donc on pose des balises aussi pour suivre ces trajets, ces modifications migratoires aussi lorsqu'il y en a. Et là, lors de cette 7e expédition, on a déjà posé une balise. Notamment, il nous en reste 3 et on espère pouvoir les poser cette semaine. Donc ça, on le saura bientôt pour continuer d'alimenter cette base de données scientifique qu'on porte sur le sujet des migrations. Et ces balises satellites, elles nous apprennent plein d'autres choses. Ça, c'est les balises. Je peux pas les toucher parce qu'il y a ce qu'on appelle un anti-fouling dessus pour pas que ça se colonise au cours du temps. Donc c'est un système qui est paramétré sur plusieurs mois, donc en l'occurrence 3 mois. Et ça nous permet d'enregistrer au-delà des migrations. On pense souvent balises et migrations, mais en fait c'est blindé de capteurs et il y a surtout 3 capteurs majoritaires. La luminosité, la profondeur, la température. Et donc ça nous donne des profils de variation. Combien de temps la mobula va rester la journée entre 0 et 20 mètres. Quand elle descend, à quelle profondeur maximale. Quand elle descend régulièrement, à quelle profondeur en moyenne. Pourquoi faire? Se nourrir éventuellement, réguler sa température corporelle, peut-être se reproduire. Autant de choses qu'on connaît très peu. Ces moments passés dans l'eau, en milieu ou en fin de journée, étaient toujours un vrai bonheur. La mer se montrait incroyablement généreuse à chaque fois. On découvrait des paysages sous-marins magnifiques, des espèces fascinantes. Des raies, des seiches, en pleine balade, qu'on pouvait observer tranquillement, prendre le temps d'approcher et de photographier. Tout le monde en a eu plein les yeux. C'était un privilège de pouvoir passer autant de temps en mer, de pouvoir s'émerveiller encore et encore devant la richesse de cette nature si vivante, si précieuse. Qu'il faut beaucoup de patience. Non, honnêtement, ce que je retiens, c'est que c'est un énorme travail que fait Asso Aileron, leurs bénévoles, et puis nous, du coup, sur cette expédition, de coordination, de concentration, et vraiment, ce que j'ai aussi beaucoup apprécié, c'est cet élan d'entraide et de fraternité. Dès que quelqu'un voit quelque chose, tout le monde se met sur le coup, s'encourage, fait de son mieux pour trouver des signes. Et c'est vrai que ce qui a rendu en plus la mission un peu difficile, c'est qu'on n'a pas l'appui du drone. Donc on se base vraiment que sur nos yeux. Et ça, c'était assez fort de voir à quel point on était les uns avec les autres vers un objectif commun qui est trouver ce fameux diable de mer. Pour l'instant, c'est vrai qu'on n'a pas encore trouvé le diable, donc je pense que si malheureusement, ce qui est une possibilité, puisque la mer, l'océan, les animaux étant libres, ils décident eux-mêmes de se montrer ou pas. Donc si on venait à ne pas en trouver, ma foi, c'est comme ça, donc il y aura forcément une petite déception.
Mais quand même beaucoup de fierté parce que on n'a rien lâché, on est tous novices dans ce genre d'expédition de recherche. Et ouais, fier d'avoir participé à ça, fier d'aider l'association à continuer son combat, d'avoir quand même participé à cet effort collectif. Donc je dirais pas mal de fierté. Et puis des émotions aussi de style joie, émerveillement quand on a vu les dauphins qu'on a croisés, les tortues, le cachalot, tout ça, c'est des moments assez rares et forcément, ça peut remplir que d'émerveillement envers tout ce bleu qu'on a autour de nous. Le mystère, la légende. Parce qu'on sait qu'ils sont là, hein. On en a parlé avec Mathieu, avec William, on a vu leur super documentaire et on voit des images qui sont complètement folles. Et en même temps, ça a cette part de mystère parce que c'est une population sous-étudiée, sous-observée. Et là, le fait de passer toute une semaine en mer, à les chercher sans forcément les voir, on ne sait pas, hein, il reste encore quelques heures et on espère en voir. Mais ouais, beaucoup de mystère et je pense que ça doit être une beauté assez incroyable au moment de la rencontre. Il y a plein de choses à faire quand on est initié ou pas initié à tout ce qui tourne autour de l'océan et de ces populations marines. Et que nous, là, sur ce bateau, on est tous des débutants et on a quand même pris de notre temps, donné de notre argent et puis surtout de notre engagement pour aider des associations qui œuvrent à plus grande échelle, avec des plus gros moyens que juste moi, ma petite personne, pour contribuer à des combats et à des efforts collectifs de conservation marine qui sont essentiels à notre écosystème. Et en fait, ce que j'aimerais que les gens aussi entendent, c'est qu'on a des merveilles autour de chez nous et que c'est très important de s'y intéresser pour pouvoir les protéger et conserver un monde un peu plus beau pour les générations futures. Non, du coup, moi, je pense qu'on peut s'estimer très chanceux et chanceuses de participer à ce projet, que peu de personnes qui ne sont pas en lien avec la recherche ou la science directe ont l'opportunité de monter à bord d'un catamaran pour observer les diables des mers. En vrai, quand j'observe un peu l'horizon et tout, je pense surtout à ma famille et à mes neveux et nièces, et je me dis que ce serait quand même chouette pour eux qu'ils puissent à leur tour un jour pouvoir observer tout ce que la mer et l'océan nous apportent, en fait, parce qu'il y a plein de merveilles à voir et à protéger. Après, je pense qu'on peut être hyper reconnaissant pour tout ce que la nature nous apporte, pour toutes ces merveilles qu'on voit. Ce qui serait un peu frustrant sur cette expédition, je pense, c'est d'arriver à la fin et d'avoir rien observé, de pas avoir trouvé les diables des mers. Mais à côté de ça, on a vu plein de merveilleuses choses, plein d'autres espèces, telles que des cachalots ou des dauphins. Donc ça reste splendide et juste des moments somptueux à figer dans le temps. Après, la science, pas d'observation, c'est quand même des renseignements. Donc on aura quand même apporté notre petite part dans ce projet, je pense, en espérant avoir l'opportunité de revenir et pouvoir aider d'une autre manière. Dans le cadre de l'étude du diable de mer pour sa conservation, on s'intéresse prioritairement en fait à comment l'espèce utilise son territoire. Ça veut dire à la fois à large échelle comment elle occupe le bassin méditerranéen, mais aussi, donc ça c'est vraiment un déplacement large échelle, ce qui permettra in fine de voir un petit peu où passe l'espèce, quels sont les territoires qu'elle utilise le plus. Et surtout après derrière, quels sont les usages humains, notamment, qui vont pouvoir impacter la survie de l'espèce à moyen et long terme. Donc ça, c'est, on va dire, un des premiers axes de travail. Et le deuxième, c'est surtout savoir comment elle utilise la colonne d'eau, à savoir entre 0 et quasiment 2000 mètres de profondeur, où l'animal va être, à quelle strate de température, à quelle strate de profondeur. Parce qu'on a communément l'habitude de la voir souvent en surface. Les publications scientifiques disent que globalement c'est un animal qui reste majoritairement dans les 10-20 premiers mètres de la colonne d'eau, dans des températures assez restreintes. En tout cas son optimum écologique c'est entre 20 et 24 degrés.
Et nous, voilà, on veut s'intéresser à comment elle utilise la colonne d'eau, ce qui permettra après de savoir, là aussi, au moins à l'échelle méditerranéenne française, de voir comment l'espèce utilise ce milieu-là. Alors les usages humains on va dire de première part, et aussi après comment et quels sont les milieux, les territoires, et presque j'ai envie de dire les caractéristiques environnementales, topographiques qui font que l'espèce est présente à l'ouest de la Corse, à quel moment, à quel endroit, et du coup, quelle est son utilisation de ces milieux-là. Et pour ça, du coup, on utilise des balises satellites qui sont développées par une entreprise américaine qui s'appelle Wildlife Computer. Et ces balises-là, en fait, elles sont utilisées par la communauté scientifique internationale. Et du coup, dans ce cadre-là, on travaille avec le Tethys Research Institute, avec qui on a pu échanger justement pour savoir comment paramétrer les balises correctement, comment essayer d'avoir à peu près le même niveau de paramétrage, le même niveau de finesse dans le suivi, pour essayer, au moins dès qu'on pourra, avec un nombre de balises suffisamment important, pouvoir comparer nos résultats aux leurs et voire même faire une publi, on va dire, combinée. Et donc ces balises-là, en fait, elles sont, j'allais dire, rustiques et en même temps hyper bourrées de technologie, dans le sens où, avec 12 cm de long, 60 grammes et une flottabilité énorme et une hydrodynamie quand même vraiment intéressante, on arrive à avoir des capteurs de température, de pression, de luminosité. Et en fait, ces trois capteurs-là, ils vont pouvoir nous permettre de nous renseigner justement sur ok, l'animal il est plutôt à 10 mètres de profondeur, il est plutôt à 200, 300, 800. Donc on va avoir des profils de plongée un peu plus tard, grâce à d'autres outils qui sont la reconstruction du trajet à large échelle. La balise va pouvoir calculer avec son logiciel interne une position géographique, un X et un Y relativement précis. Et en fait, ce X et ce Y qui vont nous permettre après de reconstituer donc le trajet de l'animal dans le bassin méditerranéen à l'échelle où on suit l'espèce, c'est-à-dire pour nous 3 mois. Et ça, en fait, donc du coup, la balise pour ça, elle va arriver en fait en surface. Elle va utiliser 3 types d'indicateurs, la température de l'eau, la luminosité et en fait la date à laquelle voilà, le contact se fait. Encore un déchet, un petit ballon, un moine à la mer. Et donc ces balises-là, on les a paramétrées sur 3 mois. À partir du moment où on commence à plonger un peu dans le paramétrage des balises, on voit que de fait, on a une batterie qui est limitée, importante mais limitée, une capacité de stockage aussi qui est limitée. Et en fait, en termes de capacité pour la balise de transmettre les données de façon intéressante et qualitative, il faut trouver un compromis entre durée de déploiement suffisamment intéressante et suffisamment longue pour qu'on puisse suivre l'animal, quand même pas forcément que sur 2 jours, mais avoir une durée suffisante pour essayer d'apprécier un peu l'écologie de l'espèce, et un échantillonnage et un suivi qui soit suffisamment régulier pour être intéressant scientifiquement parlant, mais pas trop parce que sinon en fait tu saturerais très vite la carte mémoire et finalement tu épuiserais la batterie. Donc voilà, c'est tout ce jeu-là de compromis qui fait que nous, au moins dans un premier temps, et par rapport aux hypothèses scientifiques que l'on se pose, ou en tout cas que l'on a et les questions associées, on essaye de voir où l'animal va évoluer dans les 3 premiers mois de la pose de la balise. C'est pour ça qu'on a vraiment utilisé les 3 mois, à la différence des Italiens qui l'utilisent sur 3 mois jusqu'à 12 mois. Mais là après, c'est d'autres questions que nous, on poursuivra dans un deuxième temps. Et en fait, ces 3 mois de suivi nous permettent de suivre l'animal vraiment précisément parce qu'on a un point toutes les 5 minutes. T'imagines, un suivi toutes les 5 minutes pendant 3 mois, ça fait quand même quelque chose de vraiment important, intéressant surtout. Et donc, une fois qu'on a pu récupérer ces données, en tout cas, on a pu commencer à analyser les résultats. Et grâce à ça, on a pu, comme je disais, dans un premier temps, voir où l'animal était passé pendant 3 mois. Donc sa capacité de dispersion et de déplacement, ce qui était vraiment énorme. La première balise qu'on a posée en 2020, l'animal avait parcouru en 3 mois quasiment 1500 km. Donc c'est... en tout cas pour nous, ça nous semblait vraiment démentiel et vraiment hyper important et donc hyper intéressant. Et au-delà de ça, donc, on voulait vraiment savoir où elle allait et comment utiliser la colonne d'eau, comme je disais.
Et pour ça, on a pu, en traitant vraiment les données, en comparant les taux d'occurrence et d'occupation des différentes strates de profondeur et de température, on a pu en décrire et reconstituer en fait des profils de plongée avec des comportements, globalement 4 types de comportements, plutôt en surface, relativement longtemps, puisque c'est quasiment 80% du temps, entre 0 et 10 mètres de profondeur, entre 20 et 24 degrés. Donc c'est vraiment une espèce pélagique, mais qui va quand même apprécier vraiment être plutôt proche de la surface. Donc ça, c'était les premiers profils de nage. Pour autant, on a pu voir qu'il y avait des variations avec des sondes assez importantes en profondeur, puisqu'on passait, pour la première en tout cas, jusqu'à quasiment 770 mètres, 700 mètres, on va dire, de profondeur. Les dernières, ça donnait quasiment du 800. Donc en fait, on n'est pas au bout de nos surprises et de nos découvertes, et on pourrait trouver des animaux qui plongent encore plus profond, sait-on jamais. Et ces sondes, elles pouvaient être à la fois très rapides avec une remontée en surface. Donc je posais la question de quel est le comportement, ou presque l'utilité et l'objectif pour l'animal de faire justement ce trajet vraiment très sinusoïdal, ou au contraire, on avait des fois des sondes vraiment très importantes et très 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 durables. Et donc là, on pouvait se dire, est-ce que c'est pour la thermorégulation? Est-ce que c'est justement pour prospecter le krill, qui serait peut-être plus en profondeur et qui est sa ressource alimentaire principale? Donc voilà, c'est toutes ces questions-là qu'on va essayer d'étudier en croisant à la fois les données de la balise, les données environnementales, justement de présence de plancton, de température de l'eau, de mouvement un petit peu des flux de masse d'eau. Et voilà, à partir de là, on commencera de mieux en mieux à intuiter, on va dire, comment l'espèce utilise son milieu. Et donc oui, on a réussi, et ça c'est un des gros résultats de cette expédition 2025, c'est qu'on a réussi à poser une 12e balise sur un diable de mer. Et ça a été après une semaine plus qu'intense et plus que, qui nous a poussé dans nos retranchements en termes de patience, de rigueur, de détermination, parce que pendant 5 jours, en fait, on n'a vu aucun diable. Donc ça nous a mis un peu, ça a vraiment testé, on va dire, la foi qu'on avait dans notre approche, dans la méthodologie, dans les zones que l'on connaissait et la façon de les prospecter, pour justement arriver au c'était le dernier jour de l'expédition, à 11h, de 11h jusqu'à peu ou prou 1h, 1h30. C'est là où en fait on a fait toutes les ops de la première semaine. Et c'est passé par un premier individu solo qui nageait, qu'on a réussi à fixer avec toute notre méthode de kayak, de bouée, d'approche en apnée et en palme pour être le moins impactant possible, disons. Et en fait, grâce à ça, en quasiment 5 minutes, on a réussi à poser la 12e balise. Donc ça, pour le coup, après avoir eu autant de difficultés, autant de complications, le fait de savoir qu'à partir du moment où on a un créneau, même si c'est un petit créneau de 5-10 minutes, on est en capacité de poser la balise efficacement, de pouvoir prendre après des images drone, de vraiment documenter tout ça. Et on a vraiment l'image de Mathieu qui pose la balise, l'animal qui voit qu'en gros on lui a fait un petit piercing, qui fuit, et pour autant dans les premières images on voit que la balise tient bien. Donc là aussi en fait ça conforte notre méthode de pose, et se dire cette balise là elle est partie pour 3 mois. Sauf impondérable, mais globalement elle est partie pour 3 mois. Et donc voilà, parmi les autres résultats, c'est que en fait c'est assez frustrant pour nous, mais en termes de cadence on va dire d'expédition, ça a été 5 jours très compliqués, et en fait un jour, le vendredi donc, quasiment toutes les observations de la semaine. Du diable solo où on a posé une balise, de la reproduction avec 2-3 individus qui se couraient après, un autre groupe de 2 ou 3 individus, vendredi après-midi sur le retour, des sauts, des choses qu'on a pu comme ça documenter. Et la semaine suivante, ça a été assez compliqué, on a quasiment rien vu aussi. Donc voilà, ça fait partie de la réalité des expéditions, c'est que c'est pas toujours génial, c'est pas toujours aussi intense dans le positif, c'était plutôt intense là dans le dur. Mais voilà, pour autant on a réussi à faire de belles choses, et notamment cette balise-là qui est notre objectif principal parmi tous les objectifs, toutes les méthodes et toutes les hypothèses qu'on se pose au large de la Corse. However, is nothing in comparison to their key importance to marine life and marine biodiversity. Corals support over 1/4 of marine species, although they cover less than 1% of the seafloor. Dolphins, whales, turtles, sharks, and many other fascinating species rely on coral reefs.
perdu dans la mer avec des images plein la tête. Pas grand chose à faire, le monde sous-marin qui m'appelle. Dans ce bleu infini là où le soleil se jette. Dans cet environnement une passion éternelle. Les requins patrouillent majestueux et puissants. Les grandioses baleines nagent ensemble en chantant. Sous les vagues émeraudes d'un univers sans fin. Les beautés du monde marin, un trésor divin. Paradis fragile, paradis fragile, paradis fragile, paradis fragile. De la créature minuscule telle que le krill, jusqu'au somptueux requin, baleine en péril. Des espèces emblématiques comme la raie manta, ces lieux inconnus et magiques où la mer monta. Une pêche futile, paradis fragile, pollution débile, paradis fragile. Des plastiques hostiles, paradis fragile, une lutte difficile, paradis fragile. Une pêche futile, paradis fragile, pollution débile, paradis fragile. Des plastiques hostiles, paradis fragile, une lutte difficile, paradis fragile. Espèce qui stone en danger critique d'extinction. Baleinier en marche pour une grande dégradation. Nos pauvres requins souffrent d'une mauvaise réputation. Film mensonger, dévastateur, un tourbillon. Mais ces beautés destructibles sont menacées par les humains. La pollution, la surpêche mettent son avenir en vain. Protéger ces merveilles, c'est notre devoir sacré. Pour que les générations futures puissent encore s'émerveiller. Des parcs comme Marineland tiennent des cétacés. On sait tout ce qu'ils nous mentent. On crie cétacés. Des parcs comme Marineland tiennent des cétacés. On sait tout ce qu'ils nous mentent. On crie cétacés. Une pêche futile, paradis fragile, pollution débile, paradis fragile. Des plastiques hostiles, paradis fragile, une lutte difficile, paradis. Après une semaine en mer, riche en observations et en rencontres, il était temps de rentrer au port d'Ajaccio. Malheureusement, nous n'avons pas croisé de diable de mer. C'est forcément une petite déception, mais l'absence d'observation, c'est aussi une donnée précieuse pour la science. Nous repartons reconnaissants d'avoir participé à ce projet et en espérant pouvoir revenir. Et cette fois-ci, croiser leur route. Une pêche futile, paradis fragile, pollution débile, paradis fragile. Des plastiques hostiles, paradis fragile, une lutte difficile, paradis fragile. Une pêche futile, paradis fragile, pollution débile.